Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, comment la reconnaissance vocale révolutionne-t-elle le monde du travail? On va en parler avec William Simonin, il est fondateur de Vivoca, il sera notre invité. Le livre de Smart Job, un livre sur la réunionite. La réunionite, ça suffit chez Erol. Louis Valère, il se définit comme réuniologue, il répare les réunions. Oui, c'est tout un programme, il sera notre invité. Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, avec l'invasion russe en Ukraine. Plan de résilience, est-ce le retour du quoi qu'il en coûte? Le MEDEF qui demande la remise en place du chômage partiel. Et puis on parlera de l'annonce, cette fois-ci, du candidat Macron, de passer l'âge légal de la retraite à 65 ans. On vous expliquera tout dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, recrutement, innovation et transparence et 1000 recrutements pour soutenir son développement. Chez Kiloutou, on recevra le directeur du développement RH à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle de la reconnaissance vocale qui révolutionne le monde du travail et nous sommes avec William Simonin. Bonjour William. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur de Vivoca. Vous avez créé cette société en 2015 qui est spécialisée justement dans la conception d'assistants vocaux. D'abord, un mot, c'est quoi l'assistance vocale? Comment on peut le concrétiser? Il y en a partout de l'assistance vocale. Exactement, il y en a partout de l'assistance vocale. En fait, les interfaces vocales qui étaient relativement nouvelles il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui, c'est plus un sujet. On en a tout autour de nous, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, peut-être dans vos télés, voire même voitures. Donc dans le domaine du B2C, c'est vraiment devenu commun. Et en fait, c'est que la face visible de l'iceberg, comme aurait été dans le monde professionnel. Les interfaces vocales sont également omniprésentes et depuis beaucoup plus longtemps, que ce soit dans le logistique, dans le médical, dans le défense, les assurances, les banques. On voit apparaître des assistants vocaux ou des interfaces vocales pour du contrôle, pour de la remontée de données, pour de la sécurité avec de la biométrie vocale. Donc c'est une technologie qui est en train effectivement d'exploser et qu'on retrouve dans notre quotidien. Concrètement, en quoi ces assistants vocaux, parce que vous développez cette technologie, vous la vendez, et elle est bien utile, en quoi elle révolutionne le monde du travail? Alors ça va dépendre. En fait, quand on parle de reconnaissance vocale, d'interface vocale, on parle en fait d'interface homme-machine. Donc en fait, c'est très dépendant de avec quelle machine est-ce qu'une personne qui travaille va interagir. Je vous prends un exemple très simple. Par exemple, dans le domaine de la logistique, dans les entrepôts, il y a différents opérateurs qui vont devoir exécuter différentes tâches. La reconnaissance vocale les aide grâce à des systèmes de voice speaking, donc c'est des espèces de casques qui leur permettent d'avoir les mains libres. Et par l'intermédiaire de ces casques, ils vont recevoir des ordres, ils vont pouvoir remonter des informations et ça va leur permettre en fait de gagner en productivité. Je prends un domaine qui n'a rien à voir, par exemple dans le domaine bancaire où les personnes en back-office font énormément de rendez-vous. Ouais. Après ces rendez-vous, il y a de la prise de compte-rendu à faire. Grâce à des interfaces vocales, ces prises de compte-rendu sont en fait utilisées avec des systèmes de dictées vocaux qui font gagner du coup un temps énorme. Et en fonction des métiers, on voit des interfaces vocales du coup qui vont améliorer l'expérience utilisateur de différentes manières. William, un peu comme dans les années 80 où les médecins, ils le font encore d'ailleurs, les chirurgiens dictent leur ordonnance sur des dictaphones, on l'a souvent vu faire. C'est le même processus, j'imagine. Sauf qu'à la différence, il y a un lien numérique avec le casque. Alors, c'est effectivement le même processus, ça peut aller bien au-delà. Donc, dans ce processus-là, on transforme en fait votre voix en un texte écrit. Ça s'appelle un moteur de speech to text. Mais en fait, ça peut aller au-delà parce que les systèmes peuvent également répondre avec des voix de synthèse, ce qui peut donner vie en fait à des assistants complets où on peut poser une question, ils peuvent répondre. Mais on peut ajouter à ça une multitude de technologies qui vont permettre de faire différentes choses. Par exemple, avec la biométrie vocale, pour certaines banques, pour des utilisateurs habitués à faire des gros virements, on va réussir à identifier est-ce que c'est la bonne personne propriétaire du compte qui va passer cet ordre ou pas. Donc pour réduire la fraude, pour accélérer vraiment du coup certains domaines et pour faire du contrôle par exemple d'équipements, contrôler des robots, différentes machines, l'interface vocale c'est la plus intuitive qui existe. Quand on parle, ça va 6 fois plus vite que quand on écrit et on comprend et on apprend à parler avant de savoir lire et écrire. Donc il y a énormément en fait d'avantages qui sont possibles aujourd'hui, qui n'étaient pas il y a quelques années, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a la puissance d'un ordinateur dans nos téléphones, donc on n'est plus limité en fait par le hardware.
Ce qui veut dire que tous ces assistants vocaux qui avant étaient uniquement connectés à Internet, aujourd'hui on a même la possibilité de l'intégrer dans les machines de tous les jours, allant de la cafetière à un robot aspirateur jusqu'à effectivement une télé ou n'importe quel autre objet. William, vous avez 30 collaborateurs aujourd'hui, peut-être que ça a progressé depuis, vous êtes en progression d'effectifs. Je veux dire par là, est-ce que cette reconnaissance vocale, les outils que vous vendez sont en train de se développer un peu partout et un peu plus encore? Ou est-ce que pour l'instant, on observe, vous parlez de biométrie vocale, c'est un mot un peu nouveau dans le vocabulaire, est-ce que là les banques y sont sensibles, est-ce qu'elles le développent, comment ça marche? Alors effectivement, il y a quelques années, on était, on va dire, sur les phases de découverte. Quand Google a annoncé il y a 4 ans l'arrivée de l'assistant vocal Google Home, il y a vraiment eu du coup une explosion sur le marché, donc toutes les sociétés commençaient à s'y intéresser, mais c'était la phase un peu d'innovation, de preuve de concept. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où le marché est mature, donc nous on voit un nombre vraiment débordant de demandes par rapport à ce qu'on pouvait observer. Donc aujourd'hui, le marché de la reconnaissance vocale, c'est un marché qui pèse 12 milliards, qui va peser presque 30 milliards d'ici 2025. 2025, c'est demain. Et donc, on observe du coup une traction grandissante, donc secteur par secteur, dans les différents continents. Donc, nous, en fait, si aujourd'hui, effectivement, on est 30 et qu'on recrute à peu près une vingtaine de collaborateurs, c'est parce qu'il y a une demande qui est vraiment exponentielle. Donc, nos plus gros clients aujourd'hui sont aux États-Unis. Ensuite, il y en a du coup au UK. On a de plus en plus de tractions qui proviennent de Chine, qui proviennent d'Inde. Et on est une société de 30 personnes en France. Donc c'est vraiment qu'il y a un gros besoin et toutes les entreprises du coup commencent à mettre en place différents systèmes pour de l'amélioration de productivité, pour améliorer du coup l'expérience autour de leurs produits ou pour des choses diverses et variées. Mais les secteurs ça se répand. William, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais les secteurs, là, vous les avez évoqués brièvement, mais c'est quoi? C'est la grande distribution, c'est la logistique, c'est le pharmaceutique, c'est finalement tous les secteurs industriels peuvent être concernés par la reconnaissance vocale. On a des clients dans l'aérospatial, dans la défense, dans la supply chain, dans les transports, dans le domaine de l'énergie, dans l'électronique grand public, les appliances, dans l'industrie, effectivement, avec tout ce qui va être qualité, logistique, etc., dans les smart buildings et smart homes. Donc c'est vraiment dans une grosse panoplie du coup de différents secteurs et segments utilisent directement ou indirectement des systèmes de reconnaissance vocaux. C'est vraiment l'interface du coup qui va, c'est vraiment l'interface du futur. William, pour qu'on comprenne bien, pour les collaborateurs qui nous écoutent, ils en ont peut-être entendu parler, peut-être que leur manager commence à évoquer l'idée qu'ils vont être accompagnés. C'est quoi? C'est un outil d'accompagnement qui facilite le travail, qui permet de faire remonter plus rapidement de l'information, une fois qu'on a parlé comme ça dans son micro à l'oral. Ensuite, c'est retranscrit à l'écrit. Comment ça marche très concrètement? Alors, très compliqué comme question parce que ça va vraiment dépendre de c'est un assistant vocal qui va servir à quoi. Donc comment ça marche concrètement? Pour vous expliquer le dessous de la reconnaissance vocale, je vais prendre un exemple très simple, Siri. Donc Siri, c'est l'assistant vocal d'Apple. Quand on demande en fait à Siri quelle heure est-il, en réalité, il y a 5 technologies qui sont utilisées. La première, c'est le wake word, c'est le petit mot-clé qui va réveiller l'assistant. Dans le cadre de Siri, c'est Dis Siri, il y a aussi OK Google, Alexa, etc. Une fois qu'on prononce ce mot-clé, on va parler. Là, on a eu un souci avec le numérique. Comme quoi. Comme quoi, vous voyez, il faut faire attention. À l'intérieur d'un assistant vocal, il y a 5 technologies. La première, c'est le petit mot-clé, OK Google, Dis Siri, etc. Après, il y a un moteur de speech to text. C'est ce que vous avez évoqué. On va transformer votre voix, toutes ces fréquences, en un texte écrit en français, en anglais, en chinois, en allemand. Après, il y a une troisième technologie qui va comprendre ce texte, transformer un texte en français en une intention compréhensible par une machine, par une intelligence artificielle. Arrive ensuite l'intelligence artificielle qui va exécuter la commande si on a besoin et qui va prononcer une réponse. Donc c'est ces fameuses voix plus ou moins robotisées que vous pouvez même entendre dans les bus quand vous entendez « vous êtes à l'arrêt Montparnasse ». Et en fait, avec ces 5 technologies, on va pouvoir tout faire. De la dictée, effectivement, pour les chirurgiens, pour les comptes rendus, jusqu'à un assistant qui va aider du coup des personnes dans le cadre médical ou du contrôle dans les grosses industries, qui va nécessiter également un retour auditif. Juste un mot pour l'assistance biométrique vocale. Ça veut dire la banque, pour vérifier que c'est bien, puisqu'il y a beaucoup de fraude en ce moment, c'est la voix du client qui sera reconnue. C'est bien son timbre de voix, son grain de voix, c'est bien cela. Exactement. À l'instar d'une empreinte digitale en fait, qu'on a tous sur le pouce. Là, c'est la voix. Enregistrer votre empreinte vocale en fait, et ensuite on va faire un système d'identification vocale pour vérifier est-ce que la personne qui parle a bien la même empreinte de voix que le client qui est censé parler. Ça nous permet de faire de l'authentification ou de l'identification également en fonction. Et ces systèmes-là, en fait, peuvent
réduire drastiquement la fraude dans différents secteurs, ou même gagner du temps pour accéder à un bâtiment ou ce genre de choses. Une dernière question, William Simonin. L'avenir pour vous 2022, parce que vous décrivez, c'est le champ des possibles, en fait, cette reconnaissance vocale. C'est un champ qui est finalement encore assez peu exploité. Tout à fait. Alors, c'est assez peu exploité sur la phase visible, sur les phases vraiment métiers. Alors, certains métiers qui en ont vraiment besoin, pour lesquels, du coup, il y a, on va dire, un très fort ROI, c'est déjà installé, on est en train justement de l'optimiser. Pour moi, on a commencé à partir de l'année dernière, alors pas Vivoca, mais le marché de manière générale, une explosion. Donc d'ailleurs, Microsoft a fait l'acquisition de Nuance, qui était le leader mondial de la voix, 20 milliards. Donc quand il y a des investissements comme ça, donc 20 milliards, c'est comme assez conséquent, c'est vraiment que sur les prochaines années, on va en fait vivre un virage qui va encore plus démocratiser ces assistants. Vous allez finir par être acheté par Google ou Microsoft si vous continuez comme ça, William? On a encore beaucoup de travail, mais effectivement, c'est un univers qui est vraiment passionnant, sur lequel on a réussi à apporter une pierre à l'édifice en présentant en fait une technologie qui est déconnectée d'Internet. Donc ça veut dire qu'on protège du coup les datas de nos utilisateurs, ça peut fonctionner dans n'importe quel environnement. Et surtout, ça fonctionne dans une quarantaine de langues, donc c'est directement international. Exactement. Merci William. 30 collaborateurs, le chiffre va, je pense, augmenter. Vous êtes basé à Metz, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Toujours intéressant. On de réouvrir également des bureaux à Paris et on cherche une vingtaine de collaborateurs, techniques, non techniques, donc vraiment sur tous les pôles pour exploser. Il y a des emplois chez Vivoca avec cette reconnaissance qu'on appelle la reconnaissance vocale qui est en pleine révolution. Merci William, fondateur de Vivoca. Tout de suite, notre rubrique, le livre de Smart Job. Je ne sais pas si Vivoca est concerné, mais en tout cas, beaucoup de collaborateurs le sont et de managers. C'est la réunionnite. On passe sa vie en réunion. On en parle tout de suite avec l'auteur d'un livre. Le livre de Smart Job, un sujet qui vous empoisonne la vie, traité dans un ouvrage, puisque c'est la rubrique La Réunion. On appelle ça la réunionnite. Et c'est le titre de ce livre qui est vraiment très agréable à lire, très court, très dynamique. La réunionnite, ça suffit. Des dessins de Gab, et qui est venu sur notre plateau pour nous présenter son livre. Et si nous faisions une réunion pour en parler, ça c'est la couve. Et l'auteur est là, Louis Vareille. Merci d'être avec nous. Préface de Franck Ribou, je citerai une phrase. Alors, vous avez un parcours assez intéressant, parce que vous êtes vétérinaire de formation, puis après vous avez un énorme parcours dans le privé, chez Danone d'ailleurs. Oui. Et puis ensuite de la formation, du coaching, de l'accompagnement. Et surtout l'idée que vous êtes nommé réunitologue. Réuniologue. Réuniologue. C'est-à-dire qu'en fait quoi, vous réparez les gens en réunion, c'est quoi la définition? Moi je répare pas les gens, je répare les réunions et je soigne la réunionnite. Ah, vous soignez la réunionnite. Oui. C'est une maladie grave, la réunionnite, ou pas? Ah bah grave, elle coûte de l'argent en termes de productivité et d'efficacité, mais surtout, elle a un coût incroyable sur l'engagement des collaborateurs. Quand vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de collaborateurs, on est dans la grande démission, quand vous les interrogez à la sortie, ils vous disent mais il y a eu trop de réunions. Des journées parfois en réunion. Des journées en réunion. Il y a la phrase de Franck Ribou, président d'honneur de Danone, qui vous a fait l'honneur de faire cette tribune, enfin cette introduction au livre, et il dit: mon père m'a fait lire Le Petit Prince quand j'avais 10 ans, je pense que c'était trop tôt. Je viens de lire ce livre, le vôtre, donc dédié à la réuniologie, et je me demande si je ne l'ai pas lu trop tard. Ça a dû vous toucher, parce que c'est rapide, c'est dynamique, c'est 10 questions simples autour des réunions, avec les dessins de Gab, qui sont tous excellents. Oui. D'abord, vous dites concrètement, le problème de la réunion, c'est que ça nous bouffe du temps, et que quand on y va et qu'on le perd, c'est raté. Ça, c'est la première étape. Oui, alors le temps, bien sûr, en premier. Mais j'insiste, il y a aussi l'aspect engagement. J'accompagne des organisations, je fais des enquêtes avant d'intervenir, et on demande à 500, 1000 collaborateurs, et il y a une des questions, c'est votre niveau d'énergie en sortant de réunion. Et très souvent, les gens disent, il a descendu. Donc, c'est-à-dire que les gens vont en réunion. On n'est pas dynamisé, on n'en sort pas dynamisé, on en sort à plat. Tout mou. Alors, vous évoquez quand même des sujets aussi qui concernent tous ceux qui nous regardent. On fait une réunion, on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait, il y a l'ordinateur ouvert, et vous dites, ça c'est génial, c'est arrivé à tout le monde, chacun fait une petite présentation de lui-même et de ce qu'il fait, et point. Oui. Puis un ou deux échanges avec le dirigeant, puis tout le monde s'en va, il ne s'est rien passé. C'est totalement inutile, ça. Oui, c'est inutile, c'est un peu stressant. Moi, j'ai assisté à un comité exécutif, 12 collaborateurs, 12
on dirait one-to-one, donc conversation entre le dirigeant et le collaborateur, et t'en es où avec tes ventes, et toi t'en es où avec ta campagne marketing, et toi t'en es où avec tes usines. Et bien évidemment, quand le gars de l'usine parle de sa performance en usine, le gars du marketing se tait. Parce qu'imaginez qu'il fasse une remarque, et que ça emmène le dirigeant à aller chatouiller un peu plus le responsable des usines, le responsable des usines, au tour suivant, il va se rattraper sur la campagne de pub. Et bim Pim. Et donc, ça fait une réunion finalement négative où on crée des antagonismes, des tensions, voire même des tensions fortes en sortant de la réunion. Réunionite, j'ai retrouvé la définition. La réunionite, c'est page 15, est une maladie collective dont le symptôme principal est l'organisation désordonnée et compulsive des réunions. Et un peu plus loin, vous dites qu'il faut bien réfléchir quand on fait une réunion au nombre de personnes que l'on met autour de la table. Oui. C'est très intéressant parce que vous dites plus on est nombreux, moins on produit. Absolument. C'est quoi le bon nombre de participants à une réunion pour être dans l'idée d'une réunion constructive? Alors c'est évident, il y a un certain Maximilien Ringelmann qui s'est penché là-dessus, qui a formé une phrase qui est sympa. Le niveau d'engagement individuel est inversement proportionnel au nombre de personnes engagées. Plus on tire la corde... Enfin, plus on est à tirer sur la corde, moins on la tire. L'autre, il est là. Et donc, ça s'applique aux réunions. Et plus on est, moins on fait. Et donc, il y a des gens qui sont penchés là-dessus. Je ne suis pas le seul, notamment McKinsey. Et ils se sont interrogés, ils se sont dit, mais si je dois prendre une décision, maximum 8 personnes dans la salle. Alors quand je dis ça, il y a beaucoup de comités de direction qui se regardent, qui disent, oh là là, mais on est 12 là, qui est en trop. Mais en fait, on se rend compte que finalement, les décisions ne sont pas prises réellement là. Tiens, d'ailleurs, qui est en trop? Il y a un petit dessin de Gab avec un type qui veut rentrer dans la réunion et l'autre, le type le repousse, lui dit non, mais toi, tu as toujours un truc à dire, tu nous fatigues. Et vous racontez quelque chose d'intéressant dans le livre qu'on a aussi vécu, c'est-à-dire qu'on conteste les réunions et on les critique la plupart du temps, elles nous pèsent, elles sont fatigantes, elles sont mal organisées. D'accord. Mais quand on n'est pas invité, on n'est pas fier et on se sent presque discriminé. C'est un peu le paradoxe des participants en réunion, quoi. Ils n'aiment pas, mais ils veulent être invités. Absolument. C'est vrai que être dans un comité de direction, j'en connais, ils sont 30, 50, 70, mais c'est plus un comité de direction. C'est juste un endroit de la reconnaissance du parcours que l'on a fait dans l'entreprise. Mais là, le comité de direction, c'est là où on va décider. Et je reviens à la question de tout à l'heure. 8 personnes maximum si vous voulez décider. Et si vous voulez générer des idées, ce que dit McKinsey, maximum 18 personnes. Et si par contre, vous voulez vraiment embarquer les équipes, là, vous me faites venir du monde. Là, c'est un meeting, vous dites qu'on peut même jusqu'à 2000, voilà. Parce que là, c'est de l'information qui descend du haut en bas et on donne de l'info aux collaborateurs. Alors, on donne de l'info, mais l'info n'est pas un objectif. Attention, l'info est un moyen au service de l'engagement. Si vous faites des réunions avec beaucoup de monde, ces séminaires, c'est pas juste pour que les gens soient informés. C'est juste pour que les gens ils se disent, je suis au bon endroit, au bon moment, et je vais donner mon meilleur pour y contribuer. Tournons-nous, parce que ce livre, vous le dites d'ailleurs, parce que vous êtes rapide, que vous n'aimez pas que ça traîne, et vous avez essayé de tenir promesse, parce que le livre est très agréable à lire et pas long, et c'est aussi l'objet d'une réunion. Vous dites une réunion, ça doit être rapide. On a un ordre du jour, on traite les sujets et on essaie de les régler à l'issue de la réunion. Il y a quand même les enjeux du télétravail, parce que vous dites, ce qui est devenu normal aujourd'hui, c'est les réunions Teams distancielles, on fait des réus. Ça change aussi un peu tout, parce que certains se sont planqués, et vous évoquez psychologiquement des choses intéressantes. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour développer leurs arguments. Oui. Ça, c'est très intéressant. Et si on n'en tient pas compte, le type, il ne peut pas développer, parce qu'il a besoin de temps, il a besoin d'avoir le contexte. Enfin, et ça, c'est de la psychologie, en l'occurrence. C'est la psychologie, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, mais la première diversité, c'est que quand vous prenez, j'ai envie de dire, 4 hommes blancs ou 4 femmes noires, il y a beaucoup de diversité dans ce groupe-là. Et comment vous trouvez de la place à chacun? Il y a les introvertis, il y a les extravertis. Donc l'extraverti, il trouve ses idées en parlant. Il les a pas, mais en parlant, il va les trouver. L'introverti, il faut le laisser tranquille. Et lui, il cogite, en silence. Et il faut lui trouver de la place pour qu'à la fin, l'introverti puisse dire, tiens, moi j'ai envie de vous dire un truc. Vas-y, Paulette. Vas-y. Vous avez vécu des réunions où l'introverti, globalement, il n'a pas une minute pour lui parce que tout le monde a bouffé le temps de parole. Absolument. Puis à un moment donné, on ferme le banc et puis celui-là ou celle-là se dit ok, j'ai perdu 2 heures de ma journée. Oui, et pardonnez-moi, j'ai perdu 2 heures, mais surtout, je suis super frustré parce que je crois que ce que j'avais à dire était peut-être utile, mais j'ai pas eu l'opportunité. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans votre livre parce que, évidemment, avec les dessins de Gab, ça donne un petit côté humoristique, sympa, frais, mais il y a quand même un débat de fond qui anime tous ceux qui sont dans les entreprises. Vous le dites comme ça d'ailleurs, finalement ces cadres, managers, trouvent un sens à leur vie dans ces réunions. C'est-à-dire que ça les positionne socialement. Ils produisent rien,
mais ils existent. Enfin, c'est terrible quand même ce que vous dites là. Oui, y compris des réunions. Tout à l'heure, vous parliez de Teams. On voit des réunions où vous avez 20, 30, 40 personnes, les caméras fermées, les micros fermés. Donc, ils sont dans la liste d'invités, mais à aucun moment, ils ont l'intention de prendre la parole. Ils veulent peut-être être là au moment où Paulette va peut-être exprimer son désaccord avec Paul. Là, ça devient sympathique, etc. Ils veulent être là aussi pour savoir pourquoi Marjorie a été promue dans l'équipe marketing. Ça, c'est important. C'est un peu des voyeurs, au sens... ils sont là en spectateurs. C'est un peu violent, voyeur, mais pourquoi pas? En tout cas, ils sont un peu passagers clandestins. Et en fait, ils sont là pour voir. Pour essayer de conclure, et on laisse évidemment les lecteurs s'intéresser à votre livre et le lire, parce que ça va vraiment, c'est très concret, à travers 10 questions. Alors, 10 questions magiques, c'était le livre précédent, mais c'est 10 questions pour résoudre ces problématiques de difficultés de réunion. C'est comment on résout ce problème? Comment on le résout au fond? Parce que tout le monde en parle, mais en fait, chaque cadre, chaque dirigeant passe ses journées en réunion. Saute d'une réunion à une autre. Oui. Alors, vous ne citez pas les 3 secrets, mais il y a les 3 secrets de la réuniologie. Non. Le premier, commencer par la fin de l'objectif. Le deuxième, tous acteurs, on a parlé. Et le troisième, faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par une évaluation. Toute réunion doit se terminer par un petit moment de tour de table. Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on a fait? Mais les dirigeants, c'est compliqué de demander aux collaborateurs qu'est-ce que vous pensez de la réunion, parce que le dirigeant se dit c'est moi qu'ils sont en train de juger. Mais si les organisations veulent bouger, ça commence par l'évaluation. Qu'est-ce que vous pensez, allez, le plus honnêtement possible de ce qu'on vient de faire? Il faut un manager ou un décideur ou un dirigeant qui soit suffisamment ouvert pour entendre, pas la critique, mais en tout cas des remarques qui peuvent être parfois un peu blessantes. Des voies de progrès. Vous êtes trop long, vous faites des monologues, c'est pas... Et des bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles. Chef, c'était très bien, tout le monde a parlé. Et chef, c'est très bien, on a fini à l'heure. Mais par contre, la prochaine fois, ce serait bien que les documents qu'on a envoyés, on prenne le temps de les lire. On puisse les voir. Et oui. Merci Louis Vareille. La réunionite, ça suffit. Vous tapez un bon coup de poing sur la table avec les dessins de Gab, qu'on salue d'ailleurs, les 10 questions qui changent les réunions, édition Erol. C'était le livre de Smart Job sur cette réunionite qui était vraiment le mal du siècle, peut-être même de l'histoire industrielle. Ça fait plus de 2 siècles maintenant. On fait une courte pause et on va retrouver les experts de Smart Job. L'actualité est riche, évidemment. L'âge de départ à la retraite, le chômage partiel pour le MEDEF. Et puis, on parlera aussi de ce plan de résilience parce qu'il contient beaucoup de choses, ce plan de résilience. On en parle avec les experts juste après la pause. Le cercle des experts de Smart Job dans le cercle RH, c'est chaque vendredi pour balayer l'actualité. Alors évidemment, l'actualité, elle est marquée par cette invasion russe en Ukraine et les conséquences évidemment sur les entreprises françaises, tant celles qui vont exporter que celles qui ont des difficultés d'approvisionnement. Et puis évidemment, la crise énergétique d'un côté, pétrole, gaz, et puis de l'autre, des chefs d'entreprise qui commencent à s'inquiéter parce que l'essence montant, le prix de l'essence montant, ils disent on va fermer boutique, on va devoir, je pense aux transporteurs notamment, qui s'inquiètent énormément. Mes invités sont là. Marine Balançard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir, directrice générale du cabinet Ariséal et auteur d'un livre remarqué sur bien décider. Voilà, décider, ça se travaille. Ça se travaille, qui est une de vos passions. À vos côtés, Arnaud Imbert-Droz. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est première fois que vous venez, ou deuxième fois que vous venez sur notre plateau. C'était pas moi, je crois, qui présidait à l'émission. C'était tout aussi bien. C'était tout aussi bien, mais évidemment que c'est aussi bien. Président exécutif de Valdelia, qui est une SAS, une société justement qui est dans la chaîne, je dirais, de l'économie circulaire dans le cadre de l'éco-contribution. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas si vous êtes impacté, on en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis Frédéric Ivernel, alors c'est la culture. Alors là, il n'y a pas d'importation ou d'exportation vers l'Ukraine ou la Russie. Vous êtes le DRH du théâtre du Châtelet. D'abord, un mot, parce que ça vous a marqué l'allocution du président Macron. On va en avoir les déclinaisons là dès lundi. Le plan de résilience, comment vous l'avez entendu, ce plan de résilience? Qui veut commencer? Parce que résilience, c'est un mot qu'on a beaucoup galvaudé, mais là, le président a pris solennellement la parole en disant on va lancer un plan de résilience. Un plan, ça veut dire que quoi? On va aider les Français, on va les indemniser, on va augmenter la prime carburant. Enfin, comment vous voyez les choses? D'abord, si on s'arrête juste une seconde sur le mot, résilience signifie qu'on a tout de même la capacité à se réinventer, qu'on a la capacité à rebondir. On est résilient à partir du moment où on s'inscrit dans un schéma où on peut se dire qu'effectivement on a la force pour reconstruire un projet un peu différent.
La résilience, c'est ce qu'on attend de quasiment tous les salariés aujourd'hui, dans un monde très chaotique, dans un monde d'incertitude, où il faut s'adapter de façon constante, où l'échec devient partie prenante finalement de la vie professionnelle. La résilience, c'est probablement aujourd'hui l'une des valeurs essentielles qu'on doit tous partager. Marine Balançard, résilience, ça pouvait être entendu aussi comme un président qui nous dit « Préparez-vous, vous salariés, citoyens, à faire le dos rond parce que va y avoir des turbulences ». Oui, alors la résilience remplace le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut plus dire quoi qu'il en coûte, donc ils l'ont remplacé par résilience. Ce qui, pour vous, c'est synonyme. C'est-à-dire, parce que j'ai vu le plan gouvernemental qui était en écriture, puisque là, Jean Castex va le dévoiler dans les jours qui viennent. Il y a de nouveau des aides, il faut soutenir, il faut... Et le problème de la résilience, c'est que, comme le disait Boris Cyrulnik, après un choc, on revient à sa forme initiale. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'on ne va pas revenir au monde d'avant. Donc, le terme résilience n'est pas... pour moi, exact. Voilà, parce qu'on va transformer la société, on ne va pas revenir à sa forme qui préexistait. Je vous vois opiner, Arnaud Humbert-Droz. Qu'est-ce que vous en pensez de cette résilience? Vous êtes chef d'entreprise par ailleurs, et cette question, elle vous impacte. Il y a des collaborateurs qui vous disent moi, mon pouvoir d'achat, et puis si le gaz augmente, si l'essence augmente, si ma facture... Voilà, et ça, vous êtes confronté à cela au quotidien. Pour nous, c'est une opportunité dans nos activités, puisque la résilience, ça va être aussi l'investissement sur la fin en fait, de l'opposition entre l'économie et l'écologie. Ça va être la capacité, en fait, effectivement, de se réinventer et de réinventer une consommation plus durable. Et certainement une transition même d'ailleurs. Une transition. Peut-être effectivement revenir sur un monde d'avant qui était un monde moins mondialisé, sur lequel on avait des consommations de matières premières qui étaient peut-être plus de proximité. Donc pour nous, à ce stade, on va dire que potentiellement, c'est plutôt un espoir qui est qu'on va réinjecter financièrement des sommes pour développer sur notre territoire un certain nombre d'activités qui aujourd'hui ont été déplacées, et notamment sur les activités d'économie circulaire. Donc pour nos collaborateurs, c'est plutôt une opportunité, puisque c'est la possibilité de voir un certain nombre de nouveaux business se mettre en place, des opportunités, y compris pour des personnes. C'est intéressant d'entendre ça, dans ce climat morose, un chef d'entreprise qui dit nous, on peut tirer profit ou force d'une situation qui est dramatique. On pense effectivement que c'est vraiment l'opportunité du moment, parce que ce qu'on sait, c'est que cette transformation en fait, de notre économie vers une économie effectivement moins consommatrice, c'est énormément de consommation financière. Et si effectivement on a enfin un gouvernement qui se saisit du sujet et qui est en capacité d'aider les entreprises à se transformer, parce qu'il ne faut pas se tromper, les entrepreneurs ne sont pas contre l'écologie, contre moins de consommation de matières directes, il faut en fait être en capacité d'avoir suffisamment de sommes pour faire deux choses importantes. La première, c'est d'investir sur l'outil industriel. Et là, on voit qu'on a une directive qui a été prise et qui continue à être prise en ce sens. Et je pense que pour nos collaborateurs, il y a un sujet très important qui est la formation, et notamment la formation continue. On a commencé à entendre effectivement notre Premier ministre réinsister sur ce sujet-là. Finalement, c'est comment, à partir de 40 ans, je commence à construire mon parcours d'après, y compris quand j'ai été dans des métiers manuels. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour nous. Alors, vous êtes dans deux secteurs, dans le tertiaire, enfin dans le conseil et dans la culture, mais je lisais des témoignages de routiers, d'artisans routiers qui sont sur les routes. Certains sont artisans routiers, c'est-à-dire qu'ils ont 2 ou 3 camions, travaillent en famille, et ils disent là aujourd'hui, si on continue comme ça, que nous n'avons pas d'aide du gouvernement, nous mettrons la clé sous la porte, puisque le prix de l'essence évidemment a explosé, et ils ne répercutent pas sur leurs clients, évidemment, le surcoût. Enfin, est-ce que vous êtes inquiet? Parce qu'il y a quelques semaines, Marine Balançard, je crois, était là, l'économie était florissante, c'est-à-dire qu'on nous disait l'économie est repartie, on a une croissance, une alternance qui fonctionne, du chômage qui baisse, on parlait même du plein emploi sur ce plateau, et on est douché par cette invasion russe. Patatras, j'ai envie de dire là. Non, il y a une inquiétude là? Comment pourrait-il ne pas y avoir d'inquiétude? Bien sûr qu'il y a une inquiétude. Quand le prix du baril de pétrole est multiplié par 2... Il a baissé de $20 aujourd'hui. Évidemment qu'il y a une inquiétude, parce que les gens sont directement touchés à la poche. Et dans les activités que vous évoquiez à l'instant, où grosso modo 80% de la matière première est liée effectivement à l'essence, il est compliqué d'imaginer un avenir si rien ne change dans des délais très brefs, s'il n'y a pas d'aide immédiate. Donc c'est le retour du quoi qu'il en coûte, ça va pour faire le lien avec Marine Balançard. Mais... Je préfère la résilience. Préférez-vous la résilience? D'accord, non, mais c'est... Je trouve ça les mots ont un sens. C'est agréable à entendre et plus positif et plus constructif, quoi. Mais bien sûr qu'il y a de l'inquiétude.
Le président, alors dans cette émission, c'est intéressant parce qu'on va faire un pas de deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le président de la République qui est au première ligne, c'est le cas de le dire, sur le débat ukrainien, sur la négociation diplomatique, puis il y a le candidat, qui comme ça, dès qu'il en a le temps, vient faire quelques discours. Et il était à Poissy cette semaine, et il a fait des annonces quand même assez fortes, notamment ce fameux dividende salarié. Ça vous a évoqué quelque chose, ce dividende, qui est un peu l'idée qu'il y a de la richesse, l'économie va bien, mais il faut bien la distribuer. C'est un peu ça l'idée. Oui, l'idée c'est d'inclure les salariés dans la répartition de richesse des entreprises, de les inclure mieux. L'idée derrière aussi, c'est de ne pas augmenter les salaires et de trouver des moyens d'augmenter les revenus des salariés sans forcément toucher au salaire. Voilà, donc c'est une bonne idée, c'est une redéfinition du pacte social. C'est ça. C'est l'entreprise crée en fait, c'est une participation sur les bénéfices. Donc, exactement. Il faut qu'il y ait des bénéfices. C'est un peu le problème en temps de crise. C'est un sujet qui était porté par Thibault Langsat, qui portait aussi participation, évidemment. Il était l'ambassadeur d'ailleurs, puis il portait aussi ce dividende. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a l'idée et vous l'évoquiez tout à l'heure, nous on va tirer profit d'une opportunité historique. Il y a la question du partage des richesses pour les salariés quand même. Cette question, elle est posée par le président de la République, le candidat. C'est essentiel. Aujourd'hui, la crise qu'on vit, c'est une crise effectivement où depuis peut-être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, on est sur un décrochage effectivement entre des bénéfices d'entreprise et des salaires qui sont bloqués. On sait tous quelle est la raison principale. Peut-être une petite erreur où on a dit qu'il fallait faire 35 heures par semaine absolument. Vous le remettez sur la table. Le président, le candidat, là, on n'a pas parlé, ça même. Oui, mais parce que il en a parlé. Il a dit qu'il allait le supprimer. Supprimer. Très bien. Ce qui est intéressant. Donc vous êtes rassuré, il va supprimer les 35 heures aussi. Alors pour ce qui nous concerne, on est rassuré depuis longtemps puisque en fait on est au forfait jour, on n'est plus. C'est réglé. Voilà, c'est réglé. Voilà. C'est réglé, mais ça permet surtout de réimpliquer en fait le collaborateur dans la valeur de l'entreprise. Et ça permet en fait de recréer cet affectio societatis qui est hyper important. C'est-à-dire que ce qu'on redécouvre tout simplement, et le télétravail nous l'a montré, c'est que si on est vraiment tous uniquement là pour faire son travail, uniquement son travail de façon séparée, individuelle, finalement, on ne crée pas de la valeur, on ne crée pas, y compris de la valeur humaine. Et ce qu'on est en train de redécouvrir petit à petit avec cette sortie de crise sanitaire et cette rentrée dans cette crise effectivement assez importante en Ukraine, diplomatico-mondiale, à minima européenne, on va recréer en fait finalement ces petits groupes d'humains. Et ces petits groupes d'humains qui arrivent à créer de la valeur. Il y a beaucoup de positifs dans votre discours, c'est intéressant. Pourquoi? Oui. Non, parce que le climat ambiant nous dit des Français qui se paupérisent. Les Français sont complètement fatigués, déprimés. Il y a un baromètre qui est sorti là, le 9 mars. Covid. Opinionway Empreinte Humaine, et qui dit que 36% des Français qui travaillent sont en burn-out. C'est monstrueux. Cabinet Empreinte Humaine qui vient souvent ici d'ailleurs. Voilà, donc c'est quand même impressionnant, et dont 16% sont en burn-out sévère. Donc ça, c'est de la destruction de richesse humaine. Frédéric Miernel, côté culture, alors Théâtre du Châtelet, vous avez des collaborateurs, vous avez aussi des collaborateurs qui se logent, qui se déplacent en voiture, qui ont leur pouvoir d'achat. La question fondamentale qui sera... Il ne reste plus que 32 jours pour le premier tour, donc tout ça va aller très vite, mais c'est un mois. Mais c'est la question du partage des richesses qui est posée aussi là. Parce que les salariés disent, nous, tout augmente, nos salaires n'ont pas beaucoup augmenté, on voit un prix qui va progresser dans l'énergie, dans le pétrole et dans le blé, puisque ça va impacter le pain et tous ces produits alimentaires. Enfin bref, une montée des prix, les salaires vont rester au même endroit. Donc il y a un sujet quand même. Il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a ce que vous venez d'évoquer, en l'occurrence 36% des gens qui sont aujourd'hui plus ou moins en burn-out ou en dépression. Il y a aussi 70% des gens qui déclarent objectivement s'ennuyer au travail. Et puis il y a enfin 60% des gens qui ne veulent pas revenir en entreprise pour continuer en télétravail. Donc l'un des axes, à mon avis, majeurs sur lequel le gouvernement travaille, et c'est pour ça que la participation et l'intéressement sont des domaines extrêmement intéressants, c'est de recréer de l'adhésion avec l'entreprise. Recréer cette idée qu'on contribue directement à un projet collectif, comme vous venez d'évoquer, mais aussi à un projet financier. Ce n'est pas seulement rétribuer différemment les salariés, je pense que c'est aussi recréer ce système où finalement le collaborateur fait corps enfin avec son entreprise. Et on en a besoin parce que depuis 3 ans, depuis 4 ans maintenant presque, les uns et les autres se distendent en termes de liens de l'entreprise dont on nous a beaucoup expliqué à une époque qu'elle était créatrice de liens sociaux. Excusez-moi, c'est quand même un enjeu fort, la répartition des richesses portée d'ailleurs par la voix du candidat Macron, parce que c'est aussi le lien social, mais plus que ça, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas, je dirais, d'explosion sociale. Parce que cette question, elle est posée. On sort d'une crise Covid très dure, des salariés qui ont été résilients en l'occurrence.
Et puis là, on leur dit, écoutez, on ne peut rien faire. Vous savez, le gaz vient de Russie, on le paye un prix fou, le pétrole aussi. Vous voyez, vous avez ce regard-là quand même sorte d'un côté abrasif sur ces sujets ? Alors, effectivement, si on se contente de regarder rapidement la photo, on peut être effectivement dans ce catastrophisme. Moi, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels la population a été relativement résiliente. Et ce qui est intéressant dans les propositions d'Emmanuel Macron à ce stade, c'est qu'effectivement, on va recréer cette valeur, on va recréer en fait cette non-distance entre le salarié et l'entreprise. Enfin, c'est un projet, hein, c'est pas... On est bien d'accord. Et finalement, en fait, c'est ce que je pense on doit retenir de cette crise Covid-19. Madame le disait, énormément de burn-out. Si on regarde bien les raisons principales du burn-out, en fait, c'est cette désaffection entre ce que je suis en train de faire et la valeur sociétale de ce que je vais amener. Alors nous, on en parle avec assez peu de distance, puisque du coup, dans notre métier... Il y a du sens, oui. Il y a du sens, Bah oui. donc on attire énormément de collaborateurs qui viennent justement chercher ce sens-là, y compris des cadres qui étaient dans des grandes entreprises avec des grands salaires et beaucoup de bonnes conditions salariales et qui finalement reviennent dans notre typologie d'entreprise en disant mais moi j'en ai ras-le-bol de effectivement des énormes mastodontes, faire des choses qui n'ont pas de sens réel, des réunions. Et je veux revenir en fait, oui, de la réunionnite. La réunionnite, oui, bien sûr. Effectivement. C'est de ça dont et effectivement, je veux revenir en fait sur des choses beaucoup plus concrètes. Et cette crise, juste pour finir, cette crise effectivement ukrainienne, elle va nous permettre de réindustrialiser, notamment sur des sujets qui sont proches de nos humanités. C'est quoi ? C'est l'agriculture, l'éducation et effectivement la consommation durable d'un certain nombre de produits. Et peut-être certaines industries, puisqu'on voit des constructeurs automobiles qui ont mis leur chaîne de montage à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas la matière, des fabricants de pneus avec des salariés qui se sont arrêtés parce qu'ils n'avaient pas le produit à base de carbone fabriqué notamment en Ukraine. Il y a deux sujets que j'aimerais évoquer avec vous. Il y a le MEDEF qui lance l'idée qu'il faut revenir au chômage partiel. Alors c'est une proposition du MEDEF, c'est-à-dire vous qui tenez au mot résilience et Marine Balançard qui porte le quoi qu'il en coûte. Là, avec la proposition du MEDEF, on est quand même sur l'idée de il faut repartir comme pendant la guerre contre le Covid, mais cette fois-ci version Ukraine. C'est-à-dire le MEDEF dit on ne va pas pouvoir garder tout le monde. Cette question vous est posée, vous, côté culture, vous dites, nous, on continue nos spectacles, tout roule Alors, tout roule. Nous, on continue nos spectacles en espérant que le public revienne. C'est ça. Parce que dans ces moments de trouble, effectivement, aller se divertir, aller on se replie un peu, de se retrouver en émotion collective dans une grande salle, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et en même temps, pardonnez-moi, je fais une incidente, mais la semaine dernière, le Théâtre du Châtelet a organisé une grande soirée solidaire avec le peuple ukrainien. Ça a été à la fois un succès public extraordinaire, un succès d'émotion comme on en avait rarement vu, à la fois sur scène pour les artistes ukrainiens qui se produisaient et dans la salle pour ceux qui sont venus s'engager auprès d'eux pour participer à ce moment un peu exceptionnel. Donc, quoi qu'il en coûte, côté culture, sur le quoi qu'il en coûte, c'est ce qui a sauvé la culture. Oui. Il y a 2 ans en arrière, il faut quand même qu'on se le rappelle, où les salles étaient empêchées, fermées. Là, on est dans un dispositif un tout petit peu différent, puisque les salles vont rester ouvertes. Oui, lundi, c'est fini, il n'y avait plus de passe sanitaire. Plus de passe sanitaire, les salles restent ouvertes, on n'est pas empêché de faire notre métier. Pour autant, dans certaines activités que vous évoquiez tout à l'heure, il y a effectivement cette nécessité de venir en aide à ceux qui ne sont plus en capacité d'exercer. De pouvoir produire. C'est ce qui s'est passé avec l'activité partielle il y a 2 ans en arrière. Mais il faut aussi que le MEDEF entende qu'il y a une très grande différence entre être empêché de faire son métier d'un côté et être dans la difficulté de le faire de l'autre. Ce sont 2 choses très différentes. Marine Balançard a l'air d'être d'accord avec vous. Vous trouvez, j'allais dire, culotté l'idée que le MEDEF le demande, ou après tout, ils sont dans leur plein droit de dire nous, on est en cession, dans certains secteurs, cession ou difficulté de produire. Donc il faut qu'on soit au chômage partiel. Non, mais ils peuvent toujours demander, puisque c'était quoi qu'il en coûte, et qu'on pouvait presque tout avoir. C'était, c'est l'imparfait là même. Ouais. Non, mais c'est toujours, en fait. Mais vous avez raison, être empêché, et puis la situation actuelle, c'est complètement différent, mais c'est toujours cette histoire de quoi qu'il en coûte. Ça va nous coûter une fortune. C'est le sparadrap qui colle au doigt. Là. On peut noter que l'État intervient maintenant de plus en plus en entreprise. Dès qu'il y a un pépin, on appelle le gouvernement à la rescousse. Et c'est ça... Ça vous semble paradoxal venant du MEDEF, l'entreprise, la liberté, la création, après tout... Mais en fait, l'État s'est complètement immiscé dans la vie des entreprises, prend des participations. La BPI est à fond dans les entreprises. Ils appellent les entreprises pour leur proposer des financements. C'est extrêmement étrange.
Vous en pensez quoi, vous, côté chef d'entreprise, dans l'éco-contribution? Vous dites, ils ont raison, le MEDEF, parce qu'on va arriver petit à petit, si ça continue, et ça va continuer, à une situation difficile, ou est-ce qu'après tout, on n'est plus dans la situation du quoi qu'il en coûte Covid? Revenons pour répondre à votre question, moi je voudrais qu'on se réinterroge en fait sur la santé de nos salariés, de nos collaborateurs. C'est-à-dire que ce que nous a permis en fait le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid, ça nous a permis en fait d'éviter un maximum de drames sociaux. Et ce qui est intéressant dans cette crise du Covid-19, c'est qu'effectivement on a permis à des salariés, des collaborateurs, avec ce chômage partiel, d'éviter en fait d'être complètement déstabilisés en tombant au chômage, en ayant des problèmes de remboursement. Un amortisseur social. Etc. Et on voit que du coup, quand ça redémarre très très fort. Et très fort, On c'est le ne cas. peut pas nier qu'aujourd'hui, on était dans une situation avant la crise ukrainienne qui était très positive, y compris Clairement. d'un point de vue salarié, etc. La question qui va se poser, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné tous les deux, pour quelles raisons, en fait, on pourrait remettre en place un dispositif de chômage partiel? Je pense que le sujet, vous l'avez abordé, c'est le sujet, en fait, des coûts de l'énergie, Oui. qui, effectivement... Va gréver certains secteurs. La vraie question, en fait, ça va être de savoir si c'est momentané, quel est le pas de temps qu'on va avoir devant nous. C'est-à-dire que si le pas de temps, en fait, il est très important, on n'est pas dans un dispositif d'amortisseur social. On est dans un dispositif où on va devoir Les experts changer. annoncent que ça va durer. Vous en avez. On est bien d'accord. Voilà, Mais par exemple, sur l'énergie, on est bien dans une politique aujourd'hui où on va changer en fait nos modalités de consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui énormément de plans pour investir, par exemple, sur l'hydrogène. Si vous baladez On avait fermé Fessenheim, certains disent quelle bêtise, il fallait laisser Fessenheim ouvert. Ça, c'est toujours Personne ne facile. pouvait imaginer qu'il y aurait la guerre en Ukraine. On est Voilà. d'accord. Mais c'est toujours facile. Je veux pas Juste pour finir, terminer parce que je veux ouais. qu'on parle des retraites. Ouais, mais juste pour finir, je ne suis pas en capacité de vous dire si effectivement c'est une bonne ou une mauvaise idée. La seule chose, c'est qu'il faut bien Vous mouillez considérer- pas sur ce coup-là. Non, c'est pas que je me mouille pas, c'est que je pense qu'il faut vraiment, pour pouvoir y répondre, faire le comparatif entre le coût sociétal global sur le long terme Oui, bien sûr. d'un dispositif où on a un chômage de masse qui revient versus effectivement le Une aide. dispositif, une Ouais, aide c'est vrai. temporaire limitée dans le temps. Sujet irritant pour terminer. Alors, il vient d'être ouvert. Hein. C'est l'annonce du président de la République, cette fois-ci candidat, encore une fois, de faire passer l'âge légal de manière à régler définitivement cette loi qui avait été votée en première lecture à l'Assemblée, réforme des retraites. Tout ça tomberait, si d'aventure il était élu, pour faire passer l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans. Alors il l'a expliqué, il a donné quelques détails, ce n'est pas brutal, tout ça se ferait sur une période d'une dizaine d'années avec 4 mois de cotisation par année pour arriver à 65 ans. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous, ce serpent de mer des retraites? Alors moi là-dessus j'ai une vision malheureusement assez négative. Parce que la problématique de l'âge porté à 65 ans concerne évidemment les salariés qui peuvent être en difficulté d'aller jusqu'au bout. Mais elle concerne surtout les entreprises, dont le sport quand même préféré est de se séparer des Plus de 50 ans, plus de 50 ans. voire moins. Donc en fait, la question, elle est moins de savoir si les collaborateurs sont prêts à travailler jusqu'à cet âge que de savoir si les sociétés sont prêtes à les garder jusqu'à cet âge. C'est vrai. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'à partir de 50 ans, pour de multiples raisons, parce que les gens sont trop chers, parce qu'ils sont soi-disant inadaptés, parce qu'il manque de capacités technologiques, pour plein de raisons, on se sépare d'un certain nombre d'entre eux, en estimant que de plus jeunes, évidemment, vont apporter un oxygène un peu différent. Et moins cher. En étant moins cher, parce qu'il y a des augmentations de salaire un peu artificielles dans beaucoup d'entreprises, avec des systèmes, par exemple, de primes d'ancienneté qui viennent, à un moment donné, évidemment pénaliser les plus anciens. Mais la réalité, c'est qu'on voit bien que le taux de chômage des plus de 50 ans est terrible. On voit bien que les entreprises ne sont absolument pas prêtes à changer la donne en matière de recrutement en embauchant des gens de plus de 50 ans. On en parle de plus en plus, mais En les fait, chiffres ne sont pas probants. Ça, c'est La vrai. vraie difficulté, c'est celle de l'étirement de la précarité. Donc moi, je suis bien sûr 100% d'accord pour que, pour les problèmes de financement qu'on connaît, on prolonge le temps de travail des gens. Encore faut-il que les entreprises jouent ce jeu. 2 minutes chacun sur ce sujet qui est un irritant, qui est d'ailleurs peut-être un chiffon rouge jeté pour que dans le mois de campagne, il y ait débat, parce que chaque candidat, là en l'occurrence, a une proposition sur les retraites. Certains c'est 60 quand ils sont à gauche, certains c'est 65, en l'occurrence le candidat Macron. Vous en pensez quoi? Parce que c'est le vrai sujet là de lancer à un mois du premier tour l'idée qu'il faut réformer les retraites et démarrer à 65 ans.
L'idée, c'est qu'il faut travailler beaucoup plus, déjà, pour rembourser la dette et pour ne pas augmenter les impôts. Donc il répond à Bruxelles, là. Enfin, oui, c'est ça. La retraite moyenne en Europe, je crois que c'est 64 ans. Et juste pour préciser vos propos, je crois que le problème, c'est pas les plus de 50 ans, parce que 50-54 ans, on est encore pas mal employé, à 80%, mais c'est plutôt 54-65, justement. Là, on tombe à 50%, et les gens perdent leur emploi, et puis passent dans des... Ils font des passerelles ensuite vers les retraites. Voilà, exactement. Et donc, oui, mais l'âge de la retraite à 65 ans, c'est évident, mais c'est depuis que je fais mes études. Pour vous, c'est évident ? Enfin, je veux dire, non mais moi, depuis que je fais mes études, il y a un problème de financement des retraites. On est d'accord. Et là, en plus, on est en permacrise. On passe d'une crise à l'autre. Il n'y a plus de période sans crise. Et on est endetté jusqu'au cou. Donc, à part travailler plus longtemps, mais en fait, on a été la cigale. Et on l'est encore, d'ailleurs, puisque ça fait écho au débat du quoi qu'il en coûte, avec la question que soulevait Arnaud, qui est de calculer, de faire le calcul entre ce qu'on dépenserait dans le quoi qu'il en coûte, ou combien nous coûterait un chômage de masse, évidemment, moi, je préciserais que et le coût social. Le quoi qu'il en coûte, il n'existe pas dans les autres pays. En Allemagne, on n'a pas autant dépensé pour la crise, et les gens ne sont pas... Il y a eu en Italie un petit quoi qu'il en coûte, mais qui a duré beaucoup moins longtemps que chez nous. Vous en pensez quoi de cette question du débat de la retraite, de l'âge légal ? Parce que mécaniquement, c'est vrai qu'on a une énorme difficulté pour les retraites, pour justement les financer et dire finalement à la génération qui va partir dans 10, 15, 20 ans, on vous garantit une retraite, ce qui n'est pas acquis. C'est une bonne idée de lancer un irritant comme ça, parce que c'est un sujet profondément irritant. Alors moi, je ne fais pas de philosophie politique. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. La seule chose que je sais, c'est que j'ai la chance d'être vice-président d'un groupe de formation qui s'appelle le groupe Unilassal et qu'on forme nos jeunes, en fait, de façon assez probante à cette idée que tout au long de leur carrière, ils vont devoir continuer à se former pour effectivement rester dans des situations d'employabilité le plus longtemps possible. Alors, je ne sais pas si c'est la faute des entreprises, la faute des collaborateurs, etc. Où on a Vous reconnaissez que l'entreprise se déleste assez rapidement de... Je reconnais, et moi-même, dans ma jeunesse, j'ai eu le malheur de devoir licencier des collaborateurs qui avaient 55, 56, pratiquement 60 ans, parce qu'en termes de comptabilité, on était dans les années 2000, et en termes de comptabilité, on avait commencé sa carrière avec un bon cahier et un bon crayon, et puis là, on était sur des systèmes d'information, et qu'on n'avait pas investi sur la formation. Tout ça pour vous dire que la retraite à 65 ans, c'est un très bon sujet, dès lors qu'on est en capacité de le lier avec deux autres sujets qui sont importants pour nos collaborateurs, le parcours professionnel, et être en capacité de nous assurer, peut-être, par exemple, dans vos activités, qu'un danseur, quand il arrête sa carrière parce que physiquement, il ne peut plus rien faire, il puisse avoir une carrière complémentaire et poursuivre ses activités sur d'autres choses. Dans l'univers du théâtre et de la culture. Exactement, dans son univers de référence. C'est ça, c'est comment on... Et de l'autre côté, qu'on soit en capacité, finalement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos technologies progressent en permanence, de continuer à former tout au long de sa carrière un collaborateur. Donc il manque des mots à la phrase du président. Le discours était assez long, mais cette idée de... Je pense que le Premier ministre l'a reprécisé, en précisant qu'effectivement, il y avait des sujets autour des parcours professionnels qui devaient aussi être questionnés. Mais je pense que le débat, il n'est pas que sur l'âge de la retraite, mais il est bien sur l'âge de la retraite lié à une capacité en fait d'avoir des collaborateurs en situation d'employabilité. Je m'en excuse, j'avais plein d'autres questions, notamment sur le débat entre les travailleurs manuels et les travailleurs du tertiaire, parce que pour certains métiers, on peut travailler au-delà de 65 ans. C'est pas vrai pour un danseur étoile, mais c'est vrai pour beaucoup de métiers dits intellectuels, et c'est moins vrai pour un maçon, pour un plâtrier, pour quelqu'un qui porte des charges lourdes. On sait qu'à 50 ans, il ne peut plus effectuer ce métier, et même avant. Merci d'être venu nous éclairer sur ces sujets d'actualité. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet Ariséal. Merci Arnaud Humbert-Droz, président exécutif de Val d'Elia, autour de l'éco-contribution, société autour de l'éco-contribution. Puis Frédéric Ivernel, merci, DRH du Théâtre du Châtelet, investi et engagé justement dans cette cause ukrainienne. Vous l'évoquiez, je pense que c'est peut-être d'autres événements qui se prépareront au sein de votre théâtre. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement chez Kiloutou. Bah oui, vous savez, les matériels Kiloutou. On a tous loué un jour du matériel chez Kiloutou. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler recrutement évidemment, innovation
transparence avec Benoît Paxeux. Bonjour Benoît, vous êtes le directeur du développement RH chez Kiloutou et vous êtes venu aussi avec une bonne nouvelle parce que chez Kiloutou, vous allez recruter, le chiffre est juste, plus de 1000 collaborateurs. C'est ça. C'est ouvert là, il y a 1000 collaborateurs à recruter chez vous. Sur l'année, on va recruter 1000 collaborateurs, effectivement. Kiloutou, c'est une société de services spécialisée dans la location de matériel. Jaune et noir, les couleurs. Tout à fait. C'est ça, hein. Ne pas confondre, on s'appelle les jaunes. Les jaunes. Exactement. C'est ça, on vous appelle les jaunes. Exactement. généralement, dans le BTP, on dit tiens, on va aller chez les jaunes. Exactement, on va chez les jaunes. Vous avez une très longue carrière, vous, chez Kiloutou. Vous êtes Ça fait 17 ans. 17 ans chez Kiloutou. Exactement. Dans les RH. Tout à fait. 1000 recrutements, c'est pas rien, parce que évidemment, ça vous incombe avec vos équipes, parce que vous n'êtes pas tout seul, bien entendu. C'est à la fois du recrutement pour développer des points de vente, et vous me disiez que c'était aussi l'intégration de nouvelles entreprises que Kiloutou avait rachetées. Ça veut dire, vous avez un enjeu très fort, c'est de les transformer en jaune, tous ces collaborateurs. Alors effectivement, les repeindre en jaune. Il y a une dimension acculturation qui est importante, que ça soit en France ou à l'échelle européenne, puisqu'on est présent dans d'autres pays. Et donc c'est un travail qu'on mène. Il y a une vraie phase d'intégration lorsqu'on rachète des sociétés. Et cette phase d'intégration, ça passe par de la formation et ça passe aussi par la transmission d'une culture, d'un code, d'un style relationnel propre à l'entreprise. Alors, les raisons qui font que vous accélérez, c'est aussi parce que l'économie, alors évidemment, on est dans un contexte d'invasion russe en Ukraine qui crée comme ça des incertitudes, mais il y a encore 15 jours, les chiffres de l'économie étaient florissants. Exactement. Tout le monde avait le sourire et le BTP repartait. Et quand le BTP va, on le sait, tout va. Tout à fait. Et Kiloutou a le sourire. C'est parce que le BTP repart ? Effectivement, il y a une reprise de l'activité BTP qui est très soutenue. Il y a la reprise économique dans sa globalité sur le territoire national. Et Kiloutou veut être très présent sur le secteur européen et sur le secteur national. Et donc il y a une volonté d'accélérer notre développement par de la croissance organique et par des acquisitions externes. Exactement. 5000 collaborateurs en France, au total c'est 6000 en Europe, parce que vous êtes aussi implanté en Europe. C'est 1000 recrutements français pour la France. C'est 1000 recrutements sur le territoire national, donc tout à fait. Vous cherchez quoi concrètement ? Parce que chez Kiloutou, quand on y va, moi j'ai poussé la porte d'un de vos points de vente. Alors évidemment, il y a des engins de chantier que je ne sais pas conduire. Il y a des tractopelles, il y a des camions de transport, il y a des petites pelleteuses. Enfin, il y a multiples choses. Vous êtes finalement les prestataires des entreprises de BTP. Alors, il n'y a pas que le BTP, mais c'est vrai que et de l'outillage. Ça représente une clientèle très importante chez Kiloutou. Mais l'industrie, la collectivité sont aussi des clients de Kiloutou. On est très orienté vers la clientèle professionnelle, parce qu'il y a souvent une association historique sur le particulier. Et aujourd'hui, ça représente plus de 95% de notre activité avec le pro. Benoît Paxeux, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous regardent, parce que vous êtes venu aussi d'abord nous annoncer ces 1000 recrutements, qu'est-ce qui donnerait envie à une femme ou un homme à devenir équipière, c'est comme ça que vous les appelez, chez Kiloutou ? Qu'est-ce qui fait que vous donnez leur envie ? Alors, on recrute sur différents métiers, donc on a 4 grandes filières. La filière commerce, donc ça peut être des métiers de commerce en agence ou par téléphone. On a la filière transport, puisqu'on livre notre matériel sur les chantiers. Parce que les grimper sur des camions et il faut les emmener sur chantier. Exactement. Nos clients aujourd'hui souhaitent être plutôt livrés, et notamment sur nos gros matériels. Évidemment. On parlait des engins de manutention, de terrassement, par exemple. Vous avez les métiers techniques parce qu'on est un loueur, donc la location, le matériel va chez le client et il revient ensuite chez Kiloutou pour être reloué. Donc ça veut dire réparer. Ça veut dire entretenir. Entretien. Réparer, il y a de la casse. Le matériel, tout à fait. Mécanicien, c'est quoi les profils ? Donc effectivement, beaucoup de métiers autour de la technique, donc mécanicien, technicien spécialisé, préparateur technique, des conducteurs poids lourds, des chefs, des exploitants transport. Vous allez retrouver aussi des responsables d'agence, des conseillers en agence. Voilà, c'est des métiers très riches, très opérationnels. En volume, c'est CDI, on est d'accord, c'est du CDI ?
Benoît? C'est du CDI. C'est du CDI. Alors, on a coutume de dire notre dimension développement durable, elle va jusqu'à là, c'est-à-dire qu'on est aussi sur des emplois durables. Plus de 97% de nos contrats sont des contrats en CDI. Il y a peu de temps partiel chez nous. On est aussi sur des temps complets parce que l'apprentissage métier est relativement long. On a coutume de dire que pour être compétent, généralement, il faut une année. Et on est vraiment dans une logique d'emploi durable et à temps complet. Benoît Paxeux, avant de nous quitter, c'est un sujet, et on pose la question dans cette rubrique en particulier à tous ceux qui viennent nous voir, qui sont des RH, qui sont recruteurs. Est-ce que, comme dans tous les secteurs d'activité, vous nous dites aujourd'hui, on vient annoncer 1000 recrutements, mais c'est vrai qu'on a quelques difficultés, c'est-à-dire à mobiliser, à trouver les bons profils, notamment des profils bien formés, parce que des mécaniciens doivent aussi travailler sur des engins de chantier, c'est pas tout à fait de la mécanique auto ou de roues. Est-ce que vous avez des difficultés là ? Des difficultés, oui, comme toutes les entreprises. Il y a une révolution qui s'est faite avec la crise sanitaire. Là, vous la ressentez clairement. Clairement. On vous dit quoi? C'est quoi la révolution? C'est que la révolution, ce sont de nouvelles attentes en termes de qualité de vie, en termes d'équilibre de vie pro-perso. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, quand on recrute sur le siège, par exemple, il n'y a plus un candidat qui nous dit, qui nous pose pas la question. Est-ce qu'il y a du télétravail? Mais vous l'avez intégré, vous, il est rentré dans un accord? On est rentré dans un accord, on a fait un travail avec l'ensemble des collaborateurs, on les a interrogés, on a benchmarké aussi. Et il en est ressorti quoi alors? 2 jours 3, 1 jour 4? C'est 2 jours sur le souhait du collaborateur avec l'aval de son manager, donc il n'y a pas d'obligation à télétravailler. Et c'est un accord qui a été extrêmement consensuel, qui n'a pas généré de débat. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça c'est le siège de Kiloutou, parce qu'évidemment il faut organiser, il faut faire les payes, il faut faire du marketing, il faut faire évidemment du community manager, et puis en même temps il y a les agences, moi où j'ai poussé la porte, ces salariés-là ils ne peuvent pas être en télétravail. Alors eux ne peuvent pas être en télétravail, c'est sûr qu'on a un peu de mal à conduire ça marche pas, non? Un camion pour le livrer à distance, et donc pour nous le travail pour les attirer, ça tourne aussi à la fois autour de la promotion interne, parce qu'on est une entreprise qui favorise la promotion interne avec plus de 50% de nos managers qui sont issus de la promotion interne. Donc ça, c'est un enjeu. Je pense que c'est aussi une culture d'entreprise spécifique. On parle de sang jaune, je reviens sur la couleur. Le sang jaune voilà, on parle oui, ça va loin. On était jaune tout à l'heure, maintenant c'est le sang. Ça va très loin, effectivement. Quand on parle d'ADN aussi, et ce qu'on y met, je pense que c'est une simplicité, c'est une convivialité, c'est une authenticité dans les rapports qui est supérieure à la moyenne. On est très attaché à ça. On parlait de l'univers du BTP, on retrouve beaucoup d'accointances avec cet univers et dans les modes de fonctionnement. Ça, c'est une évidence. Le sang jaune, je retiens, chez Kiloutou. Voilà. C'est vraiment, vous inoculez la passion de Kiloutou à ceux qui vont venir. On essaie. C'est ça l'objectif. 1000 recrutements chez Kiloutou sur le territoire français. Il y a un onglet recrutement, évidemment. Il y a un onglet recrutement, et puis on a une approche du recrutement un peu innovante. On pratique ce qu'on appelle le speed recruiting, c'est-à-dire que les candidats ne sont plus obligés de déposer leur CV sur le site Kiloutou. Ils peuvent prendre directement rendez-vous avec des recruteurs. C'est noté. Et c'est un bon moyen. Le speed recrutement. Merci Benoît Paxeux, directeur développement RH chez Kiloutou. Nous sommes en retard. Merci à toute l'équipe. Merci à notre amie réalisatrice. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Caroline Ricross pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Passez un agréable week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci à tous.